soutenu par Marianne, plus que soutenu, voilà, en soutien à Boilem Sansal. Boilem Sansal, c'est la libération de Boilem Sansal, c'est une cause arabienne qui nous est très chère. Depuis le début, on peut même dire qu'on est quelque part à l'origine de cette affaire, parce que c'est Rachel Ignace, ma collègue spécialiste des questions d'immigration, qui est ici, et qui animera le deuxième débat de cette soirée, qui a donc révélé l'arrestation du coup de tonnerre, l'arrestation de Boilem Sansal, le 16 novembre, il y aura bientôt 4 mois. Affaire qui, en fait, est le point de départ d'un non-concilio, et surtout génératrice de très fortes tensions et révélatrice d'une relation particulièrement dégradée avec l'Algérie. On va vous raconter tout ça, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais laisser la parole à Abraham Benjo qui va vous présenter le déroulé de cette soirée. Merci Ève. Je ne me suis pas présentée, pardon, excusez-moi. Je suis Ève Lachette-Plaine, je suis la nouvelle directrice de la rédaction de Marianne depuis peu, depuis janvier. Voilà, j'ai succédé à Natacha Colonna. Merci. Oui, merci Ève. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à notre appel. Je voudrais très rapidement rappeler que l'engagement de la LICRA en faveur de Boilem Sansal ne date pas de son arrestation. Il y a longtemps qu'il nous honore de son amitié, de sa participation à plusieurs de nos manifestations. Et dès que nous avons appris, notamment par l'article en effet de Rachel Ignace Damarian, qu'il était arbitrairement détenu, le Conseil fédéral de la LICRA l'a nommé à l'unanimité membre d'honneur de la LICRA et nous avons adressé une lettre de protestation à l'ambassadeur d'Algérie en France, bien que, comme on dit au Vatican, ce fut cédé vacanté, parce que vous savez, n'est pas occupé depuis assez longtemps. Alors, je vous présente très brièvement le déroulé de cette soirée. Nous entendrons successivement 3 brèves interventions de personnalités, puis nous vous présenterons une très courte vidéo de Boilem Sansal. Il y aura une première mini-table ronde, que peut la politique, qui sera animée par la capitaine ici présente. Le comédien Maxime Bacot nous lira ensuite une sélection de textes de Boilem Sansal, qui a été choisi par Lisa Roman, qui est peut-être déjà dans la salle, et qui est l'auteur de la première thèse jamais publiée sur Boilem Sansal. Après quoi, j'animerai la deuxième mini-table ronde, l'Algérie indépendante d'hier à aujourd'hui. Nous projetterons ensuite quelques courts témoignages de personnalités qui n'ont pu être présentes. Le célèbre caricaturiste et dessinateur algérien Guinas Ayouch nous offrira des dessins en direct pendant la soirée. Précisons que Guinas Ayouch est réfugié en France, puisqu'il a été condamné à 30 ans de prison par contumace par le pouvoir algérien. Vous l'avez compris, la soirée sera basée sur le style de la brièveté des interventions. Si vous souhaitez poser des questions, il faut le faire par écrit. J'ai ici des feuilles de papier et des stylos, on pourrait vous servir. Des questions qui sont également très courtes. Merci, bonne soirée à toutes et à tous, et puissions le voir bientôt notre ami Boilem Sansal, libre parmi nous. À la tête du comité international de soutien à Boilem Sansal. Excusez-nous, on a des petits problèmes logistiques à régler. Merci. Oui, protocolaire. Merci à toutes et à tous. Bien évidemment, vous êtes mobilisés ce soir pour cette soirée tout à fait exceptionnelle avec la LICRA Maria, le laboratoire de la République. Je souhaite bien évidemment associer de Jean-Michel Blanquer et la revue politique et parlementaire, dont je suis par ailleurs le rédacteur en chef, la revue politique et parlementaire qui compte parmi ses membres en effet, et l'un de ses plus éminents membres, Boilem Sansal, et c'est la raison pour laquelle la revue a été à l'origine de ce comité de soutien dès que nous avons appris le 16 novembre dernier, enfin quelques jours après, ce qui est arrivé le 16 novembre à Alger, nous avons été convaincus malheureusement de son arrestation le 18 novembre, nous avons été donc à l'origine de ce comité de soutien.
Alors quelques mots, je vais essayer d'être bref, on m'a demandé d'être bref. Donc Boualem est emprisonné depuis maintenant, vous le savez, la mi-novembre. Il est l'otage d'un régime qui, sous des motifs aussi fallacieux que fantasmatiques, en a fait malgré lui, mais heureusement pour nous, un symbole grandissant d'une résistance à l'arbitraire, et c'est là vraisemblablement une première défaite pour ceux qui l'ont emprisonné. Cette résistance, elle grandit, elle s'élargit, elle se mobilise autour de ce comité de soutien que nous avons créé encore une fois avec la revue de laboratoire de la République et Marianne. Je salue Jean-Michel Blanquer qui vient de nous rejoindre. Merci Jean-Michel. Ce comité aujourd'hui compte près de 1400 membres, beaucoup politiques, toutes tendances politiques confondues, presque. Une mobilisation internationale de très nombreux intellectuels, écrivains, grâce à Jean-Michel Blanquer, nous avons une centaine de grandes signatures du roman sud-américain qui nous ont rejoints dans ce comité de soutien. Le comité se mobilise, essaie de se mobiliser partout. Aujourd'hui à Strasbourg, hier à Nice, grâce à l'action énergique du maire de Nice, Christian Estrosi. En début de semaine, nous serons à Paris avec Kamel Daoud, bien évidemment, qui est l'un des membres éminents de ce comité de soutien et qui est lui aussi, il faut le rappeler, victime d'une campagne particulièrement virulente à Alger. Le 2 avril, nous serons à Marseille et le 25, nous serons devant l'Assemblée nationale, le 25 mars, autour d'un rassemblement de soutien à Boualem Sansal. Alors, merci à la LICRA, merci à son président, Mario Stasi, à sa présidente de la section du Bas-Rhin, Fabienne Angèle, à Lucas Duval, qui, je crois, fait la captation de cet événement, ainsi qu'à Abraham, cher Abraham, d'être présent aujourd'hui parmi nous. Merci à vous, Madame la Ministre. On sait qu'on peut compter sur vous dans les moments difficiles, et nous traversons indéniablement un moment difficile, tous ensemble, collectivement, les plus encore, notre cher ami Boualem. Alors, le combat que nous menons, il est triple. C'est d'abord un combat contre le temps. Il faut le rappeler. Boualem Sansal a 80 ans, il est malade, il vient hier d'être occupé pour un troisième motif. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, intelligence avec une puissance étrangère, une partie étrangère, en raison, il faut le dire, c'est la presse algérienne, de ces déjeuners, de ces dîners avec un des membres du comité de soutien que je vous demande d'applaudir parce qu'il est vraiment tout à fait dynamique et actif dans cette affaire qui est Xavier Briand. Boualem, aujourd'hui, est menotté depuis 4 mois, ce sera bientôt 4 mois, il est détenu, entre la prison de Toléa et l'hôpital Moustapha à Alger. Un jour il est en prison et un autre jour il est dans l'unité carcérale de l'hôpital où il est censé, bien censé, parce que nous n'avons pas d'informations très précises, être soigné pour un cancer. Donc notre premier combat, évidemment, c'est contre le temps que les autorités algériennes cyniquement font jouer contre notre ami, il faut le dire. Alors à ceux qui nous disent qu'il faut négocier encore et toujours, nous leur disons quand même que le temps est compté, qu'il tourne irrévocablement, qu'il menace et qu'il faut faire vite, car c'est la vie d'un homme malade et âgé dont il s'agit. Et ce facteur nous oblige, et c'est bien ce facteur qui donne une mobilité du côté. Donc ce combat, il n'est pas, ça rapport d'ailleurs avec le premier, c'est le risque de lassitude, c'est le risque de découragement, c'est le risque d'indifférence, c'est le risque de banalisation. Alors d'aucuns nous disent n'en faites pas trop, sous-entendu, de peur d'exacerber la proportion courageuse du régime algérien. À ces conseils, nous répondons que depuis presque 120 jours de trop, chaque jour compte double, voire triple, nous n'avons jamais dérogé à ce conseil de prudence. Mais on mesure l'arbre à ses fruits. Que s'est-il passé depuis 120 jours? Les résultats sont malheureusement assez dramatiques. Son avocat, Maître Zimré, ne dispose toujours pas de visa pour se rendre en Algérie, au mépris des droits les plus élémentaires de la défense.
Boualem Sansal, qui est franco-algérien, je le rappelle, il a été naturalisé par un décret du président de la République au printemps dernier, malgré les demandes réitérées de notre poste diplomatique à Alger, qui puisse bénéficier de ce qu'on appelle la protection consulaire, se voit opposer une fin de non-recevoir par les autorités algériennes. C'est-à-dire que les autorités algériennes ne nous répondent même pas. Elles considèrent vraisemblablement que Boualem Sansal n'est pas français, qu'il est algérien. Et on voit bien que les charges ne cessent de s'accumuler, comme nous l'avons malheureusement constaté encore hier avec la charge supplémentaire d'intelligence avec une puissance étrangère que vient notifier un juge d'instruction. Alors, pour nous, aujourd'hui, face à ce constat, nous pouvons considérer que nous n'en ferons jamais assez pour parler et agir toujours en faveur de Boualem Sansal. Donc il faut nous battre contre l'indifférence, il faut nous battre contre la banalisation, il faut nous battre contre les atermoiements. C'est le rôle d'un comité de soutien, et le rôle d'un comité de soutien, c'est d'être bien évidemment à l'avant-garde d'un combat. Troisième combat, et là il est à l'extérieur, il est en France même. Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a eu des avancées importantes. À Strasbourg, ici même, capitale de l'Europe, il faut saluer le vote, il y a maintenant presque 2 mois, du Parlement européen qui a adopté à une très large majorité une résolution exigeant la libération immédiate et sans condition de notre compatriote Boualem Sansal. Vous savez qu'il y a un accord de renégociation de l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie qui est en cours. Les parlementaires se sont très clairement exprimés pour que cette renégociation soit conditionnée notamment, entre autres, par la libération de Boualem Sansal. À l'Assemblée nationale, à Paris, il y a de cela maintenant un peu plus d'une semaine, la Commission des Affaires étrangères a adopté une proposition de résolution défendue par le parlementaire. Madame Constance Le Grip demanda là aussi une libération immédiate et sans condition de Boualem Sansal. Néanmoins, c'est assez notable, tous les parlementaires ne se sont pas associés malheureusement au vote de cette résolution. Alors on pose une question à ceux qui tergiversent, à ceux qui mégotent, voire qui refusent leur soutien. Comment peuvent-ils, et au nom de quoi, leur silence ou leurs réserves sont du carburant apporté à ceux qui détiennent emprisonnés Boualem Sansal. Face à la vie d'un homme, face à la question de la liberté, face à la question, j'allais dire, de la libre conscience, nous ne devons pas mégoter notre soutien. Il ne se négocie pas. En l'occurrence, nous devons être tous derrière cette cause, parce que cette cause nous honore, parce que c'est la cause d'un homme, parce que c'est la cause aussi d'une vision de la société. Donc ce troisième combat est absolument essentiel. Nous devons convaincre toujours plus largement, en France et ailleurs, que cette cause-là est une cause universelle, même si c'est aussi la cause qui engage la vie et l'existence de l'homme. Donc notre combat pour Boualem, vous l'aurez compris, il est difficile, il est âpre, il est plein de pièges, mais il est indispensable, parce qu'il s'inscrit tout simplement dans l'ADN de nos sociétés, qui sont des sociétés libres, démocratiques, émancipées et pluralistes. Et vous me permettrez en conclusion, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, de rappeler ces mots de celui qui est aujourd'hui notre grand dissident, Boualem Sansal, des mots en forme d'alerte. Voilà ce qu'il écrit: le vrai drame pour un peuple, c'est l'ataraxie, lorsque meurt en lui le goût de se battre. C'est aussi pour témoigner de notre volonté de nous battre que nous exigerons inlassablement sa libération et que nous l'obtiendrons. Merci à vous. Benedetti a cité Françoise Imray, je voulais dire que pratiquement jusqu'au bout, jusqu'à ces derniers jours, il devait venir, il devait être des nôtres, il était prévu dans cette soirée. Malheureusement, il n'a pas pu, parce que, comme vous le savez sans doute, il a décidé de saisir les instances de l'Organisation des Nations Unies à propos de Boualem Sansal, et il est sous l'eau, comme on dit familièrement, avec la paperasse, etc. Nous avons tous évidemment considéré que c'était bien plus important qu'il travaille à la libération de son client que d'être parmi nous. Je voudrais maintenant céder la parole à Mme Catherine Trottmann,
ancienne ministre de l'Agriculture. Je me permettrai simplement de dire, en tant que j'ai été quelque temps son directeur régional des affaires culturelles pour plusieurs raisons, nous sommes très nombreux au ministère de la Culture à nous souvenir de son mandat et être fiers de la servir sous Catherine. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je voudrais citer le propos de Paul Constant. Nous sommes là pour toi. Voilà, ça s'adresse à Boilem Sansal, sans l'ombre d'un mais. Un écrivain enfermé dans ses mots, qui est l'incarnation des contradictions, des complexités, qui dit ce que l'on ne veut pas entendre. Alors on réduit sa pensée, la trajectoire de toute son œuvre, à un commentaire que le pouvoir algérien considère comme offensant et comme une atteinte à sa souveraineté, et que d'autres considèrent comme compromettant, parce que dit dans un cadre contestable. S'en prendre à lui maintenant, après tout ce qu'il a écrit. Lui qui a touché ses lecteurs, qui se sont fidélisés, qui a été récompensé par tant de prix, son écriture précise, incisive, saluée hier, lui serait-elle fatale aujourd'hui? Ne voit-on pas que ce procès, cette polémique qui est engagée contre lui rejoint, comme cela vient d'être dit, l'argument de la poursuite et de l'emprisonnement. Payé pour des mots, le prix de son œuvre, qui par le ciselage de l'écriture et l'incandescence des expressions, se déroule sur une seule page, celle de la liberté. De la liberté tout court, pas seulement de la liberté d'expression. Cette dernière est précisément le motif de lui retirer sa liberté de vivre, d'aller et venir, d'écrire. Cet enfermement physique, la geôle, imposée aux dissidents, aux esprits libres, aux écrivains, à la parole qui fend l'armure des préjugés, des vérités imposées. Lorsque ces vérités imposées ne parviennent plus à être impératives, le pouvoir autoritaire oppose des murs pour faire taire, pour faire mal. La solitude, l'isolement sont déjà une peine immense avant même la condamnation, sans compter celle que Boilem Sansal s'inflige à son propre corps par la grève de la faim, pour protester contre la privation de droit de sa défense. Car c'est cela dont on parle, non pas seulement de l'entrave à sa liberté, mais du dommage causé à sa personne même, car la prison est destructrice, la privation de ses droits et la privation de soins, si elle est avérée, le sont aussi. La force d'un écrivain, c'est de penser plus loin, plus profond, dans des régions où notre conscience personnelle ou nationale n'a pas envie d'aller. Un écrivain poursuivi a toujours cherché à dépasser tous les murs, justement, ceux de l'oubli, du mensonge historique, de l'injustice ou de l'illégitimité d'un pouvoir. Et heureusement que certains choisissent le risque de proposer leur pensée, d'exprimer leurs paroles. C'est cette liberté-là que nous devons défendre. Elle est simple, nette et radicale, parce qu'elle est entière et ne se prête à aucune projection idéologique. Boilem Sansal est venu il y a quelques années avec David Grossman pour plaider pour la paix au Proche-Orient. Boilem Sansal est venu à l'ouverture du capital mondial du livre. Je considère que dans cette ville où nous avons pu adopter comme citoyens Salman Rushdie qui le soutient, dans cette ville où nous avons lancé l'opération des villes refuges, justement pour Salman Rushdie, Boilem Sansal est chez lui. Boilem Sansal doit se sentir soutenu, parce que nous avons toujours considéré que c'était une tâche et un devoir premier, si nous voulions être une capitale démocratique européenne, de pouvoir soutenir des écrivains menacés. Et donc je pense qu'aujourd'hui, cette ville doit être au fronton de l'hôtel de ville, le portrait de Boilem Sansal. Je considère aussi le capital mondial du livre. Nous avons proposé avec mes collègues qu'il soit aussi invité pour la clôture. Mais il est invité permanent. Il faut bouger, il faut montrer la détermination, il faut montrer que nous ne le laisserons pas
aujourd'hui enfermé là où il est, avec ce harcèlement qui consiste à le balloter avec de nouveaux chefs d'accusation sans lui donner aucune perspective et sans lui donner la possibilité de rencontrer son avocat. Et je pense que Boualem Sansal n'est pas simplement un symbole. Il est aujourd'hui le risque que nous courons tous, le risque, je dirais, de l'indifférence. Le risque de se dire que ce pouvoir, après tout, bon, il fera ce qu'il fera. Non, c'est nous. C'est ceci de nous. Il est français. Il est aussi issu d'un pays avec lequel nous avons une relation compliquée, certes, mais une relation grave, une relation d'affection, une relation qui pour moi signifie beaucoup, puisque vous parliez, Abraham, de l'époque où j'étais ministre, j'avais pris ce risque aussi, de proposer et d'engager l'ouverture des archives d'octobre 61. Oui, nous devons faire histoire commune. Oui, la France doit savoir reconnaître ce qu'elle a fait aussi en Algérie. Oui, nous avons aussi la possibilité de dire qu'il faut libérer Boualem Sansal, le libérer sans condition, le libérer parce qu'il est nôtre, le libérer parce que nous avons besoin de sa liberté, de son écriture et de ses mots. Nous sommes très honorés de vous avoir à cette tribune, d'autant que vous êtes à l'origine d'un texte très fort, d'un appel qui a été signé donc par 30 écrivains fin décembre, dans lequel vous disiez cette phrase qui complète exactement ce que disait Madame Trottmann. L'arrestation de Boualem Sansal ne concerne pas plus la France que le reste du monde. C'est une affaire française, mais c'est aussi universel. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, Monsieur Ravi. Et merci à tous d'être mobilisés ce soir. Il y a quelque chose de très beau à pouvoir ainsi réunis pour une cause comme celle-là. Et ça dit quelque chose de la pureté de cette cause. Et ce par quoi je voudrais commencer. On est devant l'affaire Dreyfus de l'Algérie. On est devant une cause qui peut se résumer en une phrase. Un homme de 80 ans est emprisonné, alors même qu'il est malade, et surtout alors même qu'il n'a fait aucun mal à personne, si ce n'est d'exprimer ses idées. Cet homme est emprisonné pour ses idées. C'est aussi simple et basique que ça. On peut faire plein de phrases, plein de commentaires, plein d'objections, tout ce qu'on veut. En fait, comme l'affaire Dreyfus, c'est une affaire simple, si je veux dire. Un homme est emprisonné alors qu'il est innocent. Et la LICRA est évidemment aux avant-postes d'une telle affaire parce que c'est totalement dans son ADN, totalement dans sa raison d'être. Parce que dès le début du XXe siècle, une série d'organisations ont trouvé leur âme à partir de l'affaire Dreyfus, à partir de la mobilisation des intellectuels, à partir de ce sentiment qui animait Zola lorsqu'il écrit J'accuse, c'est-à-dire tout simplement le sentiment de justice que même un enfant tout petit peut comprendre. On a emprisonné quelqu'un qui n'a rien fait, on a mis en prison un innocent et on l'a mis à raison de sa liberté d'expression dans le cas de l'affaire Sansal. Boualem Sansal, nous l'admirons tous, mais on n'est pas obligé de... Je pense qu'ici tout le monde l'admire, mais on n'est pas obligé de l'admirer, même si on ne l'admire pas, on doit défendre sa liberté. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très fort, et à mes yeux, d'un mal d'en être un. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accouchement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la maturation dans ce qui est en train de se passer, parce que, eh bien, la poutre travaille, comme on dit. L'opinion publique algérienne, on dit qu'elle est plutôt contre Boualem Sansal lorsqu'il y a des reportages qui sont faits. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a un bon sens algérien comme il y a un bon sens français, et qu'avec le temps qui passe, eh bien, c'est tout simplement l'idée de liberté qui va s'imposer. Mais comme l'a dit Arnaud Benedetti, et nous disons sans arrêt dans les réunions du comité de soutien international, le temps presse et nous ne pouvons pas attendre que la poutre travaille éternellement. Et c'est évidemment le régime algérien qui doit être questionné, et c'est sur lui que doit aller la pression. Alors il y a bien entendu la pression du gouvernement français, elle sera sûrement commentée ce soir et je ne la commenterai pas davantage, mais ce qui me paraît important de souligner, puisque c'est sur ce point que j'essaye de travailler le plus, c'est la mobilisation internationale. Et comme vous l'avez rappelé, ça n'est pas une affaire franco-algérienne. Pour les raisons que j'ai dites en commençant, c'est une affaire universelle, c'est une affaire de conscience universelle, et donc une affaire mondiale, une affaire internationale. Nous sommes ici à Strasbourg, ça a été rappelé, et le Parlement européen a voté cette très bonne résolution
qui est d'ailleurs, je trouve, le socle le plus important que nous ayons aujourd'hui pour défendre cette libération. Nous sommes aussi à côté d'un pays, l'Allemagne, où Boualem Sansal est très connu et où il y a eu des mobilisations fortes. Mais depuis ici, vous pouvez avoir une influence, puisque une des questions que vous pouvez sans doute vous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire? Bien, l'activation des réseaux internationaux que nous pouvons avoir les uns et les autres est quelque chose de très important. J'ai suscité la mobilisation de 30 écrivains latino-américains. Leur mobilisation est parue dans la presse latino-américaine, dans la presse française aussi. J'ai fait publier aussi dans un des principaux journaux italiens, alors que l'Italie est un pays très important pour l'Algérie. Même chose en Espagne, bientôt au Portugal, en République tchèque, et ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez faire pour que cette affaire soit totalement internationale et que l'Algérie ne puisse pas s'abriter derrière les arguties de la relation franco-algérienne, mais au contraire, derrière que les enjeux de la dimension universelle de ce problème apparaissent de façon évidente, c'est très important. Alors le fait qu'on ait une actualité internationale si dense, si dure en ce moment, ne facilite pas la tâche, puisque cela écrase l'affaire Sansal, dont on parle au moins depuis 2 semaines en particulier. Raison de plus pour se mobiliser, et c'est vraiment mon message ce soir. On peut tous faire quelque chose pour Boualem Sansal. Ce que nous faisons ce soir aura de l'écho. Ce que vous ferez dans les temps qui viennent aura de l'écho. Comme vous le savez, j'anime quelque chose qui s'appelle le Laboratoire de la République, qui fait partie des organisations qui auprès du comité international, soutiennent cela, et notamment auprès des jeunes. Mon but est de créer un maximum d'antennes du Laboratoire de la République en France. Il y a d'ailleurs un petit noyau à Strasbourg, de faire en sorte qu'il y ait des comités de soutien à Boualem Sansal dans les universités, les grandes écoles, partout où la jeunesse est, parce que c'est une cause qui doit émouvoir la jeunesse, et ce point me paraît très important. Il faut en parler aux jeunes autour de nous, parce qu'au-delà même du cas Sansal lui-même, il est très important de sentir que notre jeunesse a la conscience que la jeunesse a toujours eu de l'enjeu de la liberté par rapport à l'enjeu du pouvoir. Et je voudrais terminer justement en faisant le lien entre cette importance de la jeunesse et cet enjeu de conscience universelle. Le pouvoir semble fort et Boualem semble faible. C'est un homme seul, emprisonné, obligé de faire la grève de la faim, mal soigné, et peut-être même aujourd'hui, selon certaines informations qui peut-être restent à vérifier, emprisonné avec quelqu'un qui a une maladie psychiatrique. Donc c'est l'incarnation même de la faiblesse, tandis que le pouvoir algérien aujourd'hui incarne la force. Et pourtant, il y a une force du faible et une faiblesse du fort. Nous le savons depuis Antigone, nous le savons depuis toujours. Il y a 1000 figures, que ce soit dans l'histoire ou dans la littérature, du fort qui est faible et du faible qui est fort. La faiblesse du pouvoir algérien, eh bien, c'est la force de Boualem Sansal, c'est-à-dire la force d'une opinion et d'un point de vue qui en réalité est irréfragable, c'est le point de vue de la liberté. Il est aujourd'hui une incarnation de la liberté et il arrive la plupart du temps que la liberté l'emporte sur le pouvoir fort. Simplement, c'est un homme de 80 ans, donc c'est pas comme si nous avions tout le temps pour que cette faiblesse de la liberté devienne la force de la liberté. Et moi, je suis très convaincu qu'il s'agit d'un enjeu de mobilisation de la conscience internationale. Cette soirée est utile dans ce sens, elle ne doit pas être un petit feu d'artifice d'un témoignage de soutien momentané, mais elle doit être le point de départ d'une mobilisation ici à Strasbourg, non seulement en direction de toute la ville, mais en direction de la région, en direction aussi des voisins, en direction des institutions européennes, en direction de la ville, vous l'avez dit, et ce serait vraiment très bien qu'on ait un panneau ici comme ailleurs. C'est l'ensemble de ces initiatives qui, à la fin, vont donner les coups de bélier dans la porte et nous aurons la libération de Boualem. Merci beaucoup. En hommage à Jean-François Kahn, qui est mort il n'y a pas longtemps, donc le fondateur de Marianne, l'événement du jeudi avant Marianne, grand homme, grand patron de presse, grand journaliste, philosophe également. Et rappeler que si Marianne soutient cette cause et a continué de le faire, vous disiez Jean-Michel Blanquer que l'actualité très chargée géopolitique l'avait mis au second plan. Nous, on a continué, grâce à Rachel, sur le site internet, dans chaque numéro, avoir un article, à continuer à suivre de très près, et avec Françoise Ivray et avec Arnaud Benedetti. Jean-François Kahn a été un des rares à soutenir les démocrates algériens, victimes de la barbarie islamiste.
quand une partie de la presse reprenait à son compte le narratif qu'on entend aujourd'hui, tantôt du pouvoir algérien, tantôt islamiste. Voilà, donc c'est un combat fondateur, je dirais presque identitaire, au bon sens du terme de Marianne. Maintenant, je vais introduire la table ronde. Juste une seconde. Oui, pardon. Juste avant la table ronde, on avait souhaité entendre ce soir, ne serait-ce qu'une minute, la voix de Boilem Sansal, et nous le faisons grâce à une archive. Effectivement, je ne vais pas dire comment je me suis procuré ces archives, mais enfin, elle est là. Secret des sources. Boilem Sansal est-il vraiment l'écrivain sulfureux, haineux, anti-algérien que l'on vous dépeint? Le mieux est d'écouter Boilem Sansal lui-même. Né le 15 octobre 1945 à Téniat-El-Had, village des Monts de Loire-Seny, dans une famille pieuse et traditionnaliste, il se souvient avec nostalgie de son enfance heureuse. Les fêtes religieuses comme la Eid, comme le Ramadan, comme le Mouloud, comme toutes ces choses-là, les circoncisions, les mariages, donner l'occasion de grands rassemblements, de fraternité. Et comme tous les Algériens, son enfance a aussi été marquée par la guerre, les humiliations, le racisme dont a fait preuve l'armée coloniale française. On a débarqué, parachutiste, et là on a compris que nous étions en guerre et le racisme, la violence, les ratissages, en pleine nuit, les parachutistes qui débarquent, qui font toutes les maisons, qui font sortir les gens dans la rue, les bras envers. Guerre qu'il a vécue dans sa chair alors qu'il n'était qu'un enfant et qui le marquera pour toujours. La vie pour moi au lycée est devenue extraordinairement difficile. Et un jour, je me souviens, je suis rentré en pleurant, je devais être dans un état lamentable, ma mère me pose la question, et je lui ai dit que le sergent général m'avait fouillé à l'entrée au lycée. Il y avait des rafles, des trucs, on pouvait être raflé même à cet âge-là. C'est dans ce contexte qu'il a été élevé, dans une famille de patriotes valeureux, en particulier sa mère, Khadija. Ma mère prenait beaucoup de risques, je crois aussi qu'à un moment donné, elle a été soupçonnée de voler des médicaments à l'hôpital pour alimenter le papier en médicaments, lacrymogènes, tout ça. Et donc voilà, j'ai découvert que les femmes pouvaient aussi être des guerrières. Il a poursuivi une brillante carrière, toujours au service de son pays, avant de devenir écrivain et de raconter dans ses livres la complexité du monde en maniant le langage avec brio. J'étais universitaire, ingénieur, bien sûr, universitaire, j'ai enseigné à l'école polytechnique d'Alger, à l'université, et puis j'ai occupé pendant une dizaine d'années des fonctions importantes dans les administrations. Sans prétendre à la vérité, il s'interroge dans ses livres sur le monde qui l'entoure, toujours avec humilité et une volonté d'ouverture et de dialogue. Première étape, on prend conscience qu'il y a le bien et le mal. Le deuxième niveau de conscience, c'est qu'on se pose des questions. Est-ce que le mal n'est pas un bien? Dans le Coran, je crois qu'il y a un verset qui dit « Vous ne savez pas ce qu'est le bien et ce qu'est le mal ». C'est aujourd'hui un homme de 80 ans qui ne sait pas ce qu'on lui reproche. On peut être en désaccord avec lui, mais Boilem Sansal mérite-t-il d'être en prison pour ses opinions? Nous avons 4 intervenants, Catherine Rothman, que je ne présente pas, Anne Nisler, qui est adjointe à l'armée de Strasbourg, chargée des arts et de la culture, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur d'Algérie. Pardon, je voulais dire en Algérie, de France en Algérie. Si vous pouvez venir. Voilà. Et puis Gabrielle Ostrebloch, je prononce bien votre nom, mais franchement bien. Vous êtes conseillère régionale déléguée à la culture et au culte dans le groupe de la majorité régionale républicain centriste indépendant. Et je vais commencer, peut-être que du coup, autour de moi. Voilà. Très bien. Je vais commencer par vous tout de suite, Monsieur Driancourt, parce que vous avez un train et voilà, et vous avez plein de choses à nous dire. Vous avez été ambassadeur de France à Alger à 2 reprises, de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020. Vous êtes l'auteur d'un livre, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Vous vous exprimez dans les médias sur ce sujet. J'ai une question simple pour une affaire compliquée. Est-ce que vous pouvez nous aider à démêler la pelote de cette prise d'otage? Je crois qu'Arnaud Benedetti a parlé d'une prise d'otage, je crois que c'est le mot.
Il s'est passé beaucoup de choses, il y a des enjeux mémoriels, encore vifs, on le voit avec l'affaire Apathy récemment, il y a évidemment des enjeux diplomatiques avec le Sahara occidental, il y a eu le prix Goncourt attribué à Kamel Daoud, qui a pu être perçu comme une provocation, il y a des questions d'immigration, de QTF, voilà, c'est aussi dans le débat, il y a les questions de renseignement, de lutte contre le terrorisme. De quoi cette affaire, on pourrait dire, est-elle le nom, Boualem Sansal? Je dirais que d'abord les relations franco-algériennes, elles ont toujours été depuis 1962 extrêmement compliquées avec les hauts et des bas. Cette affaire, puisqu'on parle d'affaire Boualem Sansal, elle est révélateur d'un aveuglement algérien, parce qu'on voit bien qu'on est dans une escalade aussi bien du côté algérien, il y a eu la reconnaissance par la France du Sahara occidental, au Maroc, il y a eu ensuite le prix Goncourt à Kamel Daoud, il faut le rappeler, parce que ça a été vu par Alger comme un défi français et comme une opération montée à l'Élysée. Ensuite, il y a eu l'arrestation de Boualem Sansal, et puis je vois que hier, effectivement, on a inculpé Boualem Sansal d'intelligence avec l'ennemi, parce que, comme l'a dit le président Tebboune dans le journal de l'Opinion, non pas dans Marianne, mais dans l'Opinion, Boualem Sansal a été arrêté parce qu'il a dîné avec moi le 15 novembre. Je suis effectivement le dernier à l'avoir vu. Donc, aveuglement algérien qui avance comme ça, et puis aveuglement français, ou angélisme du côté de la France, parce que je parlais ce matin avec Maître Zimray, qui regrettait que le gouvernement n'ait pas pris position lorsqu'on a interdit à François Zimray de se rendre à Alger, parce qu'il est juif originaire d'Oran. Donc il y a une certain angélisme, une certaine naïveté ou un aveuglement du côté français, et je pense que cette affaire Boualem Sansal est un peu le révélateur de ce double aveuglement. Le nouveau chef d'inculpation apparaît aussi comme un contre-feu, puisqu'on a appris en ligne du Parisien il y a quelques jours qu'un agent de Bercy a été soupçonné d'avoir divulgué des informations en Algérie avec le concours d'une agence de l'Office français de l'immigration, n'est-ce pas, Didier Lesky, et puis d'un correspondant du consulat algérien de Créteil. Donc on aurait aussi des espions à la solde d'Alger. On a aussi l'affaire des influenceurs, dont je n'ai pas parlé, mais ces influenceurs, on ne sait pas bien s'ils ont été activés à distance par le pouvoir aussi, de même appelant à tuer des opposants sur le sol français. Cette affaire est quand même assez inquiétante parce qu'ils cherchent à récupérer j'imagine, les adresses des opposants. Mais je crois que c'est aussi la caractéristique de la relation franco-algérienne, qui est une relation globale et qui touche tous les aspects de la vie internationale, la diplomatie, la politique, la littérature, la francophonie, l'enseignement du français en Algérie, la religion. Donc tout est sujet à être politisé. Et cette affaire à l'OFI ou au ministère des Finances a vocation à être politisée par le régime algérien. Est-ce que les Français doivent craindre une cinquième colonne? Je n'ai pas du tout cette expression, mais il y a une diaspora algérienne très importante. Oui, mais d'ailleurs, on n'est pas forcément soutien au régime, moi je là. ne crois pas qu'il y ait de plan organisé à Alger. Mais c'est vrai qu'il y a des relais du régime algérien en France. Et il y a, ce soir dans la salle, il y a 2 réfugiés politiques algériens qui savent parfaitement comment le système algérien instrumentalise certains de ces relais. J'ai encore une question. Voilà, je ne vais pas tout de suite circuler la parole parce que je voudrais que vous puissiez être libérés à temps. On voit bien que dans le gouvernement, il y a 2 lignes. Il y a la ligne Retailleau qui est assez ferme, qui est une ligne. Et puis, il y a, dans le gouvernement ou ailleurs, il y a des appels plutôt à la modération. Dominique de Villepin, dans notre journal, a dit l'esprit de mesure doit conduire à éviter l'escalade qui n'a pas de sens, etc. Il faut faire de la politique avec un grand V. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas convaincu qu'il y ait vraiment 2 lignes. Je me demande s'il n'y a pas une espèce de gesticulation, dans le fond, mais que l'objectif est à peu près le même et que le gouvernement, les différentes parties prenantes au gouvernement, découvrent aujourd'hui l'importance et la complexité de la relation avec l'Algérie. Il y a une divergence sur les méthodes, évidemment, mais je crois que l'objectif est à peu près le même et que l'objectif doit être, comme
comme l'a dit Jean-Michel Blanquer et Arnaud Benvenuti, libérer Wallem Sansal. Est-ce que c'est un verrou, cette libération, pour une relation plus apaisée, y compris sur la question quand même des OQTF, c'est-à-dire des renvois des Algériens qui auraient commis, comme c'est le cas, enfin, qui seraient commis ou pas d'ailleurs des délits, non, pas forcément, mais qui sont en situation illégale, qui est quand même un vrai... Personnellement, je ne suis pas très optimiste, parce que pour avoir passé presque 8 ans comme ambassadeur en Algérie, donc je connais bien le fonctionnement de ce régime algérien, et je pense qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire humilier le président de la République, humilier la France, même quoi qu'il en coûte, j'allais dire, pour reprendre une formule connue. Et voilà, je pense qu'ils sont... même au prix d'une révision de l'accord de 68, oui, des avantages octroyés à la je pense qu'ils veulent se servir de l'otage qui est devenu Wallem Sansal. Hier, je parlais avec le journaliste, là aussi du journal L'Opinion, pardonnez-moi, mais qui a interviewé récemment le président Tebboune et qui a passé 5 heures avec lui et qui m'a dit mais Tebboune est obsédé par Macron qui l'a trahi. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, ça résume un peu cette affaire. Bon, merci. Je vais faire passer la parole. Je voudrais vous interroger aussi sur les aspects, vous pourrez continuer, vous pourrez intervenir jusqu'à votre départ. Peut-être, Agnès Claire, on va sur voilà, l'aspect politique de la chose. C'est une affaire qui divise beaucoup. Qui divise beaucoup la gauche en particulier. On l'a vu au Parlement européen quand Rima Assad a refusé de signer la résolution demandant la libération. On l'a vu aussi au Parlement français quand la députée Renaissance, la résolution de la députée Renaissance Constance Le Grip a été adoptée en commission des affaires étrangères, mais les voix contre le texte ont surtout, en tout cas la gauche, les filles, les socialistes et les écologistes ont voté contre au nom de la diplomatie. Vous appartenez à une majorité municipale de gauche. Comment vous vous positionnez sur cette affaire à Strasbourg? On se positionne à Strasbourg comme l'ensemble des interlocutrices et interlocuteurs l'ont manifesté jusqu'à présent. C'est un soutien inconditionnel. Wallem Sansal a été notre invité d'honneur à l'ouverture de Capitale mondiale du livre UNESCO. On lui a passé commande d'un texte qu'il a d'ailleurs intitulé La paix et qu'il a lu lors de cette rencontre. Il est notre invité d'honneur à la clôture qui aura lieu le 16 avril. C'était prévu, bien évidemment, avant son arrestation, et on maintient cette invitation. Et d'ailleurs, nous avons transmis à M. Antoine Gallimard cette invitation à les transmettre parce que c'est aussi, à cette occasion-là que nous souhaitons que la ville de Strasbourg avait décidé et a décidé et maintient de lui remettre la médaille de la ville comme un des citoyens qui se bat pour la liberté d'expression, la liberté de pensée. Donc, de notre point de vue, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Par ailleurs, d'ailleurs, il a des liens avec Strasbourg ancien, Catherine Trottmann l'a rappelé, mais il est revenu à plusieurs reprises. Et dans le cadre de nos événements littéraires, comme par exemple les bibliothèques idéales, et dans le cadre de Capitale mondiale du livre, qui encore une fois dure toute l'année d'avril 24 à avril 25, il a rencontré des élèves dans des classes, parce que ce qui est important aussi, à travers Wallem Sansal, mais tous les autres écrivains et écrivaines qui ont été invités et qui le seront encore et qui continueront à l'être, c'est en fait toute l'importance de la sensibilisation, notamment des jeunes générations, à ce qu'est l'esprit critique, la liberté d'expression, la liberté de penser. Et juste, je précise encore qu'en novembre, fin novembre, juste après la connaissance de son arrestation, se tenait à Strasbourg, en lien avec l'Université de Strasbourg, l'Académie des écrivains pour la paix. Et que ces écrivains qui étaient réunis à Strasbourg dans le cadre de l'université ont rédigé un texte et encore une fois ça a été l'occasion d'affirmer haut et fort
pour Boualem Sansal et d'affirmer qu'on trouvait cette arrestation intolérable. La question, c'est peut-être est-ce que ce soutien ne pourrait pas être plus franc et massif, comme le suggérait Madame Trottmann, par exemple, en ornant le local de ville d'un portrait, exigence de la libération, peut-être Catherine Trottmann, et puis ensuite... Moi, je voudrais répondre par rapport à ça. C'est que, évidemment, on peut mettre un portrait. Ensuite, je vous ai dit que la clôture de Capitale mondiale du livre, c'est un événement important pour nous. On va réaffirmer ça. Et la maire de Strasbourg sera à Rio, parce que Rio est la prochaine capitale mondiale du livre UNESCO. Dans son propos, elle va porter à nouveau cette importance de la liberté d'expression, liberté de pensée, et elle fera référence à Boualem Sansal. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importe, je veux dire, un portrait affiché, si ça suffisait, ça fait longtemps qu'il aurait été libéré. Donc nous, ce qui importe de faire aussi, c'est travailler la sensibilité, je suis désolée, c'est de travailler auprès des générations, auprès de toutes les catégories. Mais je n'ai pas dit qu'on ne le faisait pas, je dis que si ça suffisait, ça se saurait. Voilà, c'est vraiment de travailler auprès de la population l'importance de ce que représente cette arrestation abusive et cette incarcération abusive et intolérable de Boualem Sansal. Travailler, comme vous dites, éduquer et sensibiliser, un portrait peut-être pourrait être quand même un bon moyen de sensibiliser d'abord on a proposé dans une motion, cette motion a créé des débats qui ont été assez partagés, c'est moins qu'on puisse dire, puisque je ne serai pas revenu sur cette question de la polémique sur le contexte de l'expression à propos du problème du Sahara occidental dans un média et dans un cadre d'expression qui a été le motif pour certains de revenir sur, je dirais, l'évidence du soutien à Boualem Sansal. Alors j'ai envie de dire ceci, parce que j'ai envie aussi de dire ce que je pense et comme je l'ai perçu. Quand on voit une femme harcelée dans la rue, on lui dit « Ah, c'est dommage, vous êtes une femme, c'est embêtant. » Quand elle porte une jupe et qu'elle est maquillée et qu'elle se fait harceler, on lui dit « Vous n'y êtes pas pour quelque chose. » Eh bien, dans ce raisonnement, aujourd'hui, par rapport à l'expression de Boualem Sansal, c'est la même chose. C'est de dire, où est-ce que vous avez parlé? Où est-ce que vous avez dit? Ne serait-ce pas plus qu'embêtant, mais contestable. Donc on introduit une sorte de différence, une sorte de comment dire, de relativité par rapport à l'engagement pour la liberté de Boualem Sansal. Et c'est pour ça que je pense il faut s'adresser aux autorités représentatives, diplomatiques, qui sont présentes à Strasbourg. Il faut faire quelque chose avec les consuls, avec les représentants permanents. Il faut faire des choses qui puissent être comprises, vues et explicites par rapport au public. C'est ça qui est important. C'est la succession des opérations, et c'est cette succession des opérations qui rend le poids le plus important. Et moi je pense que le relais, par exemple, de la résolution du Parlement, qui est excellente, et qui pose le problème du droit, qui pose le problème des entraves, justement, qui sont contraires au droit qui a été engagé dans le respect du droit, de l'état de droit par l'Algérie elle-même, et qui a été signé avec les autorités européennes. Je pense que ça veut dire que Strasbourg doit être sur un terrain politique. Il ne faut pas être juste sur le terrain du soutien à l'écrivain, il faut être sur le terrain de l'initiative politique. Et c'est comme ça qu'on peut, à mon avis, aujourd'hui, se faire entendre. Et je crois que là, il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Et c'est vrai que le Capitale mondiale du livre est un cadre, mais ça ne suffit pas, ni non plus l'expression à distance, et ni non plus d'ailleurs le fait de mettre Boualem Sansal dans un groupe d'écrivains dans lequel, au fond, sa situation aujourd'hui si emblématique serait relativisée. Et moi je pense qu'aujourd'hui, Boualem Sansal est le symbole des écrivains menacés. Il est le symbole.
Et comme il a été souvent à Strasbourg, il doit y avoir une voix extrêmement forte. On peut se mobiliser avec les habitants. Et ici, il y a cette initiative de la LICRA, je la remercie, parce qu'elle est importante. C'est une association qui la prend, cette initiative aussi. Eh bien, je me suis lié. Et donc, il faut aussi que les autorités politiques, ensemble, prennent, je dirais, le temps d'exprimer un message dans cette région qui a connu la privation de liberté, la poursuite pour les opinions, le problème de la résistance. Eh bien, aujourd'hui, on a un résistant qu'il faut encourager, à qui il faut donner de la force et de l'énergie, c'est Boilem Sansal. N'oubliez pas que si vous voulez poser des questions aux intervenants, il faut le faire par écrit. J'ai ici des feuilles de papier du studio, vous savez pas. À vous, voilà. Vous êtes conseiller régional plutôt majorité les Républicains. Avez-vous pris des initiatives des initiatives à la région et voilà, que peut faire la région? Comment peut-elle se mobiliser peut-être en faveur? Alors, merci pour votre question. D'abord, en premier lieu, la région a effectivement voté à l'unanimité, donc en séance plénière, une motion pour demander la libération de Boilem Sansal. Donc ça a été fait, et nous avons également le projet de demander au comité européen des régions à Bruxelles d'aller de voter également une motion, de faire une demande dans tous les cas pour la libération de Boilem Sansal. Et ce que je veux dire, c'est que le thème de ce soir, que le politique par rapport à l'emprisonnement et à la libération de Boilem Sansal, la réponse, elle est quasiment dans la question, c'est parce qu'on voit bien que politique, en tous les cas, notre politique démocratique est bien faible par rapport à une politique autoritaire et tyrannique. Et à partir de là, de ce constat, qui est une réalité, je pense qu'il est important de continuer d'abord à croire, à défendre nos valeurs démocratiques, de liberté de pensée, à les transmettre, ce que fait la région à travers des rencontres pour les lycéens, dans le cadre du Bois de l'Autre, etc. C'est-à-dire d'avoir vraiment une action aussi éducative pour défendre nos valeurs démocratiques et la liberté de penser et la faire connaître et comprendre. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, et qui rejoint un petit peu ce que disait Mme Trottmann, c'est je pense qu'il faut passer au stade supérieur de mobilisation et mobiliser dans l'espace public. Quand j'entends Monsieur l'ambassadeur, vous nous rappelez la faiblesse finalement de la réaction des politiques français concernant Boilem Sansal. Ça, c'est pas tous quand même. Pas tous, bien sûr. Vous parliez précisément, je pense, du président, de la présidente. Bon, enfin, en tout cas, de certains, en tous les cas. Mais c'est intéressant parce que je crois beaucoup en la force de la société civile, des associations. Merci à la LICRA, mais pas que, des associations d'écrivains, de la francophonie. La francophonie devrait beaucoup plus se mobiliser aussi. Évidemment, dans les écrivains et toutes ces structures intellectuelles se sont mobilisés, mais doivent le faire encore plus et dépasser un stade de... En fait, c'est un oui, mais pas un oui, mais. Parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup entendu à gauche, notamment, un oui, mais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le défendre parce qu'il aurait tenu des propos sur des propos aux médias d'extrême droite frontière et que cela, en fait, on ferait un coupable. C'est une vraie question, c'est-à-dire que est-ce que c'est une question de principe ou est-ce qu'on peut considérer que parce qu'il a tenu des propos jugés par certains islamophobes, moi je mets des guillemets, c'est un terme que je ne reprends pas, mais racistes, voilà, il ne devrait pas être défendu. C'est une vraie question. Et c'est pour ça que je vous la pose, parce que pour vous, il y a un oui, mais. Oui, je voudrais dire un mot là-dessus, réagir à un ou deux points. D'abord, Boilem Sansal tenait ses propos depuis déjà plusieurs années. Ça faisait longtemps qu'il disait, il avertissait la France en disant attention, nous avons connu la guerre civile en Algérie, donc vous, Français, faites attention. Il le disait depuis longtemps. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier non plus que l'affaire, l'arrestation de Boilem Sansal, le fait qu'il est un otage aujourd'hui, c'est né après la reconnaissance par la France du Sahara
occidental. Alors cette décision du Sahara occidental, on en pense ce qu'on veut, elle a été plus ou moins bien préparée, je n'en sais rien, mais ça veut dire aussi, je parlais d'aveuglement tout à l'heure, ça veut dire aussi que nous reconnaissons à l'Algérie le droit de nous dicter notre politique étrangère et nos choix fondamentaux en matière de politique étrangère. Le président de la République a pris cette décision, mais ce n'est pas à l'Algérie de la contester, et encore moins de la contester en prenant un otage comme Boualem Sansal. Parce que voilà, c'est une décision politique internationale, il y a d'autres moyens de rétorsion, mais on ne prend pas un otage parce qu'il y a une décision diplomatique. Je rappelle juste que Boualem Sansal est incarcéré sur le fondement de l'article 87 bis du Code pénal algérien pour atteinte à la sûreté de l'État, parce que... Guillet Saïlouch, le dessinateur, est également, sur la base du même article, condamné à 30 ans de prison pour les dessins qu'il fait. Guillet, si d'ailleurs vous voulez venir témoigner, vous êtes le bienvenu. Oui, et il aurait, pour ces déclarations, il aurait eu le tort de déclarer, je ne sais pas l'entretien dont je parlais avant-hier. Ce soir, ce sera 50 ans. Oui, c'est ça. Mais on se mobilisera pour vous. Et on affichera votre portrait, ne vous inquiétez pas. Donc il aurait eu tort de crime, c'est d'avoir déclaré dans ce média que les prétentions marocaines sur le Sahara occidental, dossier très complexe, on n'a pas le temps forcément d'aborder ce soir, étaient fondées. Voilà, c'est ça le prétexte. Des réactions, on s'arrête là, pour respecter un peu, voilà, c'est ça. J'ai une citation de Boualem Sansal pour conclure. Qui a écrit le drame, le vrai drame, ce n'est pas tant d'être à genoux, c'est d'oublier qu'on est à genoux. Ça rappelle une phrase de Charles Babbage aussi, il vaut mieux vivre debout que à genoux. Eh bien, puisqu'on parle de citation de Boualem Sansal, précisément, nous allons maintenant céder le micro au comédien et metteur en scène franco-allemand Maxime Paco, qui va nous lire quelques extraits de l'œuvre de Boualem Sansal, qui ont été sélectionnés, comme je le disais en commençant cette soirée, par Lisa Roland, auteure de la première thèse sur Boualem Sansal, publiée aux éditions du CERF, Boualem Sansal à l'épreuve du rêve. Monsieur Paco. Bonsoir. Pardon, c'est que le déroulé a un peu changé. J'aurais voulu, en effet, que Lisa me dise quelques mots, oui, c'est ça, sur la sélection qu'elle a opérée de ces textes. Parce que ce n'était pas facile. En fait, voilà, comme on n'entend plus Boualem Sansal, pour cela, on a voulu, par le petit recueil de citations qui va suivre, faire entendre à nouveau toutes les inflexions, toutes les modulations et toute la gamme si riche en fait de son œuvre, les multiples tonalités de cet auteur réduit au silence. Donc, Maxime va faire vibrer toute la lyre sansalienne, pour reprendre l'expression de Victor Hugo, et je pense même que dans les deux extraits qui vont clore en fait sa lecture, vous allez entendre à travers sa voix ce qui m'apparaît à moi comme la voix nue, la voix profonde de Boualem Sansal. C'est ce qui a motivé ses choix. 2084, la fin du monde. Parfois, quand la brise soufflait dans la bonne direction, son parfum d'épices brûlées montait de la ruelle et venait leur titiller le goût des nations. Ils entrebâillaient alors le vasistas pour en prendre un peu plus dans le nez et en éternuaient de plaisir. Le fumet s'exhalait de la masure d'en face, d'où parfois, lorsque le silence de la nuit amplifiait les bruits, leur parvenaient des pleurs de bébé et ce chant si doux qui les accompagnait fidèlement. Un matin brillant de lumière et de légèreté, ils aperçurent cette femme invisible, à la voix si mélodieuse. Elle était dans sa cour, 10 carrés bétonnés,
Du bric-à-brac dans un coin, une citerne d'eau dans l'autre, une bassine au centre, à côté un chaudron sur trépied au-dessus d'un feu de bois, et contre le mur, un arbre sec où s'accrochait des linges. La matrone avait du volume et des rondeurs pour toute une famille. De gros seins aveuglants de blancheur, capables de nourrir une nichée de petits gargantuas. Le bébé était tranquille quant à son alimentation et son confort. Il dormait à poing fermé dans un panier suspendu à une branche basse de l'arbre. L'heureuse maman était accroupie devant sa bassine, laissant voir un arrière-train particulièrement épanoui, et battait la lessive avec un vrai bonheur. C'était à cela qu'elle s'employait, laver des couches et des bavoirs, en chantant une petite chose romantique dont le refrain disait à peu près ceci: ta vie est ma vie, et ma vie est ta vie, et l'amour sera notre sang. Il y avait un mari dans l'affaire. Les deux amis l'avaient aperçu une fois, une ombre furtive, flottant dans un bourgnis de clochards. Il rentrait tard le soir, et sa façon de tousser et de s'étouffer laissait entendre qu'il ne tarderait pas à trépasser. Cette maisonnée était l'image de la vie domestique, sympathique et tragique. Rue d'Arru, Yazid écrit sa mère. Ça va aller, maman, ça va aller. Bientôt, ça va aller. Lui disais-je quand je la voyais pâlir, se recroqueviller et pousser de longs soupirs en regardant fixement devant elle, comme si elle cherchait quelques trous dans le mur pour disparaître. Elle était comme abasourdie par l'immense et irrévocable absurdité du monde. Je l'aimais tant quand elle avait cet air d'oiselet ébouriffé et tremblant, hypnotisé par le vilain bois. Mais nous n'étions pas que tristes, inquiets et sérieux, toujours à nous lamenter ou à philosopher en pure perte. Je lui parlais autant des belles choses, des jours meilleurs. Tout cela existe et reviendra. Et après avoir ri, nous être férocement moqués de certaines petites gens de notre connaissance et autres sublimités qui squattaient la télé, à nos fraises encore, nous retombions dans la tristesse, plus grande et plus silencieuse et plus amère, comme pour nous punir de nous être laissés aller à l'insouciance. En vérité, nous n'étions ni tristes ni insouciants. Nous étions arrivés au bout du bout et nous ne voyions pas ce que nous pourrions faire de plus. Je lui tenais compagnie et je ne savais toujours m'y prendre, alors je parlais trop, parce que moi-même j'avais besoin de m'entendre parler et de savoir ce qu'il advenait de moi. Elle désespérait de revoir ses enfants de son vivant. Son rêve était d'avoir un jour, une heure, toute sa marmaille autour d'elle, et si possible, la marmaille de la marmaille, qu'elle imaginait innombrable et survoltée. C'était une image pieuse et archaïque comme tout, comme le commencement du monde, qu'elle entretenait avec une ferveur incessante. À la voir ainsi fouiller sa mémoire à notre recherche et nous trouver au grand complet, au détour d'un souvenir beau et heureux de vivre, on aurait dit une enfant qui s'émerveille de ses rêves. Et plus ses yeux brillaient, et plus j'avais mal. « 2084, de nouveau. Si d'aucuns avaient pensé qu'avec le temps et le mûrissement des civilisations, les langues s'allongeraient, gagneraient en signification et en syllabes, voilà tout le contraire. Elles avaient raccourci, rapetissé, s'étaient réduites à des collections d'onomatopées et d'exclamations, au demeurant peu fournies, qui sonnaient comme cris et râles primitifs, ce qui ne permettait aucunement de développer des pensées complexes et d'accéder par ce chemin à des univers supérieurs. À la fin des fins, régnera le silence, et il pèsera lourd.
Il portera tout le poids des choses disparues depuis le début du monde et celui encore plus lourd des choses qui n'auront pas vu le jour, faute de mots sensés pour les nommer. Haraga, 2005. On ne sait pas, on ne peut pas juger. Ah non, pas ça. Tout n'est pas ça. J'étais tenté de lui répondre que c'est parce que nous avons refusé de juger quand il était temps que nous sommes si mal aujourd'hui. Nous avons pris pour argent comptant des mensonges grossiers et pour de belles promesses de vraie folie, et nous avons cessé de chercher notre chemin. L'islam versait dans le fascisme et le pouvoir dans la terreur, et nous nous interdisions encore de juger. J'aurais voulu lui dire que regarder le feu à travers le carreau de l'âtre est une chose, et être pieds et poings liés dans la fournaise en est une autre. J'étais tenté de lui dire qu'on ne juge pas comme des juges ou des policiers, mais comme des êtres humains qui ne comprennent pas, et qui voient pourtant bien ce qui fait mal, ce qui tue, ce qui avilit. Juger est comme respirer. On ne doit jamais se départir de ce pouvoir. Nous le tenons de Dieu. Il est toute notre humanité. Il ne faut ni le sous-traiter, ni l'accorder à je ne sais quel vent. Lever on ne sait comment, par on ne sait qui. Au diable de la tolérance, quand elle rime avec lâcheté. Poste restante, Alger. Lettre de colère et d'espoir à mes compatriotes. Un dernier mot, mes chers compatriotes. Si cet opuscule heurte votre sensibilité, jetez-le au feu et veuillez me pardonner. Ce n'était là que matière improvisée d'engager le débat loin des vérités consacrées. Vous savez comment on se laisse aller quand on prend la plume. Le président lui-même le rappelle tout le temps. Les gens de plume sont des pies auxquels il faut couper le sifflet. Soyez bénis. Dites-vous que l'unanimité n'est convaincante que si elle souffre de quelques malheureuses exceptions, et ainsi par là vous m'offrirez peut-être l'occasion de me rattraper. Si en revanche il vous agrée, faites des pétitions, les sujets ne manquent pas. Exigez la libération immédiate des journalistes en prison, y compris celui qui a publié Bouteflika, une imposture algérienne. Exigez l'abrogation sans discussion du Code de la famille, la vérité et la justice en application du référendum du 29 septembre 2005, un nouveau jugement par le TPI de l'assassin de Boudiaf, la vérité sur l'assassinat d'Aban Ramdan et de tous les autres d'hier et d'aujourd'hui. Faites des listes, placardez, des explications et donnez le procès sur les faillites en cascade de nos banques, un programme de développement économique et social qui soit vrai, la tenue urgente d'élections générales anticipées sous l'égide de l'ONU, la réécriture de l'histoire en insistant sur ses points négatifs, l'envoi du FLN au musée, la réhabilitation pleine et entière des victimes du terrorisme, la mise sous contrôle judiciaire de tous les services secrets et le gel de leurs avoirs, la vérification du patrimoine de chacun, l'ouverture immédiate de la frontière terrestre avec le Maroc, le retour au week-end universel, le sauvetage des Soutardes et celui de la Casbah, la distribution quotidienne et équitable de l'eau et de l'électricité, la régularisation des sans-papiers, la réparation des logements. Les sujets ne manquent pas, comme vous le savez. Et maintenant que nous avons bien parlé et arrêté d'utiles dispositions, nous avons à œuvrer. Et il n'y a rien de plus urgent pour le moment. Alors, comme nous ne sommes pas trop en retard, un peu quand même, mais pas trop, nous avons proposé à Fabienne Keller, qui fait l'amitié d'être là ce soir pour nous dire quelque chose. De retard et je crois que voilà, l'ambiance était très, très concentrée et c'est un exercice terrifiant de devoir parler après Boualem Sansal à travers les acteurs qui ont magnifiquement lu ces textes pleins d'espoir, pleins d'idéaux aussi, pleins d'exigences d'agir. Donc je voulais évoquer ici avec simplicité
résolution du Parlement européen, dont je suis membre, je crois, cher Jean-Michel Blanquer, que vous l'avez évoqué, on l'a dit, et Madame Trottmann également. Je vous invite à lire cette résolution parce qu'elle est rare au Parlement européen, elle est courte. On a l'habitude, pour construire des compromis, de faire des textes extrêmement longs en rajoutant les souhaits des invités et des autres. Mais celle-là est courte, percutante, rappelant le caractère fondamental de la liberté d'expression, rappelant d'ailleurs que l'Algérie a signé un certain nombre de traités internationaux et pour l'instant a des éléments dans sa constitution sur la liberté d'expression, donc appelant plutôt à un rappel sur les engagements propres du peuple algérien. Et cette résolution demandant la liberté inconditionnelle pour Boualem Sansal a recueilli plus de 500 voix, ce qui est une très belle majorité, avec malheureusement le groupe, donc chez nous, The Left, avec les LFI pour la France, qui se sont, pour la plupart, ils ont voté contre, et l'un ou l'autre se sont abstenus, mais c'est pas possible. Et pour nous, si vous voulez, la dernière résolution de ce type, elle était pour Navalny. Nul ne doit, en raison de ses idées, de ses convictions, de son expression libre, mourir. Donc, merci à la LICRA, merci à vous d'organiser cet événement, merci pour tous les témoignages, et merci aux dessinateurs, monsieur l'ambassadeur, a fait une blague avec les années d'emprisonnement, mais nous battons pour la liberté parce qu'on a la chance de vivre dans un pays libre, mais vous vivez des risques. Donc merci à chacune et chacun d'entre vous pour ces engagements si forts. Vous pouvez lire sur le site du Parlement européen. C'est à vous de... Merci. Alors, pour cette deuxième mini-table ronde, j'appelle à la tribune Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Shaouli Benzera, qui est un blogueur et lanceur d'alerte algérien, précisément. J'appelle Rachel Bigas, journaliste à Marianne, et j'appelle Lisa Romain, professeur de lettres. Précédemment, alors, ma première question sera pour vous, Didier Lesky. Dans ses livres, et M. Drioncourt l'a rappelé il y a un instant, Boualem Sansal met souvent en garde contre la mainmise des frères musulmans sur le quartier et accuse la France de naïveté. Qu'en pensez-vous et qu'en pense le spécialiste des flux migratoires de Je pense qu'on ne peut pas comprendre les propos de Boualem Sansal si on n'a pas en tête l'histoire récente de l'Algérie. Parce que dans cette affaire Sansal, en réalité, son arrestation, à mon sens, vient de loin. Et d'une certaine manière, le texte qui a été lu tout à l'heure le rappelle. Vient de loin, c'est quoi? C'est le fait que, dès le moment de libération nationale, comme on dit, et surtout à partir de 1962, eh bien, la caractéristique de cette révolution, ça va être la déception, c'est-à-dire le refus du pluralisme et l'utilisation progressive au fil des temps du religieux pour justifier l'absence de pluralisme. Et les assassinats, le dernier texte qui a été lu de Boualem Sansal le rappelle. C'est 1957 à Rotterdam, tué parce que justement il est pour le pluralisme. Karim Belkacem, tué en 1970 parce qu'il est pour le pluralisme. Pour notre génération, on l'a oublié, mais c'est Maître Messi, tué sur Boulevard Saint-Michel parce qu'il est pour le pluralisme. Et dans le même temps, il va y avoir de plus en plus, pour essayer de museler le peuple algérien, l'utilisation du religieux. Et donc c'est la transformation du code de la famille à la fin des années 70 qui va amener une réaction justement des femmes qui se sont à un moment donné élevées dans la lutte de libération nationale. On le voit dans le film avec Boualem Sansal quand il parle de sa mère. Enfin, on a oublié cela, c'est-à-dire l'introduction de la charia dans le code de la famille, l'utilisation de plus en plus forte du religieux pour essayer d'imprégner une population avec, par exemple, l'interdiction même de
cette imprégnation religieuse, elle va avoir des effets, je dirais, délétères, au sens où ça va finir par créer un monstre qui va même échapper au pouvoir de celui qui l'a suscité. Et ce monstre, ça va être l'islamisme tel qu'il s'est développé en Algérie avec le Front islamique du salut, comme vous l'avez dit, et quelque chose qui va imprégner durablement une partie de la jeunesse en Algérie, qui va se fourvoyer dans ce seul noir qu'est l'islamisme. Et est-ce que ça a des effets ici? Telle est votre question. Naturellement, ça a des effets ici. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'immigration algérienne en France, elle arrive massivement dans les années 70, mais surtout dans les années 80. Et aujourd'hui, un Algérien sur deux qui a un titre de séjour est arrivé en France après 2000. Et c'est-à-dire qu'il a été éduqué dans une ambiance générale que Sansal dénonce dans ses livres, c'est-à-dire la mainmise du religieux de plus en plus fort, pour essayer d'expliquer que le pluralisme n'a pas de sens dès lors que la seule parole serait celle de Dieu, hein, et celle des imams à travers le temps. Est-ce que ça a un effet sur une partie de la jeunesse qui se revendique de l'Algérie, qui a un lien affectif avec l'Algérie? Oui, indéniablement, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'Algérie? C'est un mélange de nationalisme et d'islamisme, d'une certaine manière. Et en plus, nous-mêmes, nous avons utilisé ou accepté cela, hein, et c'est malheureusement, à mon sens, le fait que la Grande Mosquée de Paris ne donne pas ce pourquoi elle a été à un moment donné pensée par des hommes comme Edouard Herriot et d'autres, c'est-à-dire d'être le vecteur d'un islam des Lumières, et c'est pas ça qui se fait. Et donc oui, je suis obligé de répondre oui. Après, il faut faire attention, et je crois que ça a été dit tout à l'heure, la communauté algérienne, enfin, ceux qui ont un lien avec l'Algérie, ils sont extrêmement divers, et il n'y a pas de 5e colonne algérienne en France, hein, mais qu'il y ait la volonté d'influer sur des personnes algériennes par des influenceurs, et qu'à chaque fois, et on le voit, il y a l'utilisation d'images religieuses, on essaie de s'appuyer sur ça pour dire les dissidents sont des mécréants. Oui, indéniable, mais j'en terminerai par là. On est dans la période du Ramadan. Il faut savoir qu'en Algérie, manger dans la rue pendant la période du Ramadan, c'est aller en prison. Hein, c'est aller en prison. Voilà, c'est l'inverse de ce que nous sommes. Alors, est-ce que ça influe sur une partie de la jeunesse ici? On sait qu'il y a des incidents de ce type, et bien évidemment, ça a un rapport avec l'évolution d'Algérie. Alors, je rappelle une nouvelle fois que si vous souhaitez poser des questions, des papiers, des stylos sont à votre disposition. Venez, si vous pouvez vous passer, merci Paul. N'hésitez pas à les poser par écrit brièvement et nous en prendrons connaissance au cours de cette après. Alors, je me tourne à présent vers Jean-Claude Zera, blogueur et lanceur d'alerte. Justement, dans une interview, vous avez déclaré que Boualem Sansal était un lanceur d'alerte. Qu'entendez-vous par là? Effectivement, j'ai dit que c'était un lanceur d'alerte, mais un lanceur d'alerte vraiment qui était seul et qui, j'ai l'impression parfois qu'il voulait encore un petit peu. Pourquoi seul? Parce que moi, je vais commencer par vous raconter rapidement un souvenir. C'était Boualem Sansal, il y a maintenant des années, qui avait fait une visite en Israël. C'était vraiment, il faut imaginer les déchaînements qu'il y a eu en Algérie contre lui. C'est-à-dire, c'était des unes de journaux qui disaient que c'était un traître, il y avait des appels à l'assassiner, il y avait vraiment des appels ouvertement, parce que visiter Israël à ce moment-là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a à aller faire là-bas, alors qu'il n'y a pas de relation, que l'Algérie ne reconnaît pas l'existence d'Israël, mais on se rend compte que c'était justement la première fois pour moi qu'il avait lancé l'alerte sur l'antisémitisme. Antisémitisme dans lequel moi-même j'ai grandi dans le système éducatif algérien par rapport à ce qu'on a vécu, à ce qu'on nous a enseigné. Mais s'il y a un lanceur d'alerte, c'est que je me suis rendu compte surtout le 7 octobre. Parce que le 7 octobre, c'était un déferlement dans mon pays, par mes compatriotes, par des millions d'Algériens, pour applaudir ce qui s'est passé, ce qui a été fait, le massacre qui a été commis par le Hamas. Donc, Boualem Sansal, des années avant, il avait dit ça, alors que c'était personne n'osait, par exemple, rendre visite en Israël, militer contre l'antisémitisme, mais c'était
aussi Boualem Sansal un lanceur d'alerte en France. Quand il a commencé à parler de l'islamisme, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en parlaient. Parce qu'en France, c'était surtout à partir des attentats de Charlie et tout ça qu'on a commencé à parler de l'islamisme, mais parce qu'il y avait aussi une lâcheté, parce qu'il s'est pris, il vivait reclus chez lui, et on a payé le prix pendant toute son existence quasiment. Donc entendre aujourd'hui, je ne vais pas m'immiscer dans vos affaires internes, dans les affaires internes françaises, ni ici à Strasbourg, mais entendre dire qu'il y aurait un débat sur le fait d'afficher le portrait de Boualem Sansal, honnêtement ça me choque. Ça me choque parce que... Ça me choque parce que je sais pourquoi on hésite, pourquoi il y a un débat et pourquoi derrière. Parce qu'on a peur. On a peur qu'il y a des gens, qu'il y a une certaine partie, notamment de la diaspora algérienne, qui va réagir par rapport au fait de l'image qu'a Boualem Sansal, quelqu'un qui est contre l'antisémitisme, alors qu'on sait que certains, quand même, il y a certains courants même politiques en France qui sont traversés par l'antisémitisme. On a peur de heurter, alors qu'il y a un besoin peut-être de cette diaspora algérienne ou franco-algérienne d'être confronté, de voir Boualem Sansal qui est protégé par la France, qui est applaudi par les Français, de se dire ah quand même, il y a quelqu'un qui s'est engagé, il y a quelqu'un qui a pris des risques et qui est maintenant en prison pour ses idées. Quand on sait qu'il y a beaucoup de complotisme aujourd'hui, beaucoup d'antisémitisme, beaucoup de radicalisation, quand on sait que le régime algérien aussi aujourd'hui a une grande mosquée de Paris en plein milieu de Paris, qui est un petit peu une caserne du régime algérien avec toute la dangerosité du jeu entre le politique et entre le religieux. La grande mosquée de Paris, elle devrait être un lieu où justement on milite pour un islam des lumières, où on amène les croyants vers un savoir-vivre, vers une coexistence, mais ce n'est pas le cas. Le recteur de la grande mosquée de Paris qui refuse de se solidariser avec Boualem Sansal, qui dit qu'il ne réclamera pas au régime algérien de le libérer. Donc c'est vraiment entendre parfois le fait que, par exemple, moi le très talentueux Gila Saïnouch, qui est notre caricaturiste ce soir, connaît un petit peu peur du régime algérien parce qu'on sait ce qu'on risque. Vous voyez avec la dernière affaire de l'espion qui a été arrêté et qui nous ciblait bien sûr pour avoir des informations personnelles sur nous et tout ça, peut-être ça s'explique que les Algériens aient peur du régime algérien, ok, mais qu'en France on ait peur du régime algérien ou de heurter une certaine diaspora ou de heurter des soutiens du régime algérien, parce que moi quand j'avais lancé l'alerte en début d'année sur l'affaire des influenceurs algériens, oui, il y avait une grande vague de solidarité avec ces influenceurs à partir de la France. Il y avait aussi le fait de partager ces idées-là avec eux. Donc on se rend compte quand même qu'il y a une problématique à régler, pas dans la stigmatisation, mais dans le fait d'agir, et par rapport à la diaspora algérienne ou franco-algérienne, c'est d'agir et de ne plus être dans la victimisation. Il faut agir contre le régime algérien, il faut prendre position, il faut soutenir Boualem Sansal et afficher le portrait de Boualem Sansal. Ça serait une belle manière déjà de commencer à lui rendre ce qu'il a donné, c'est-à-dire de lancer l'alerte sur le Parlement. Rachel Ignace, dont on a rappelé ici que c'est elle qui a, pour la familiarité d'expression, levé le pied, probablement la première dans la presse française, en nous alertant sur l'arrestation de Boualem Sansal. J'aurais voulu vous demander, au fond, après tout ce que nous avons entendu ce soir, qu'est-ce exactement que le régime algérien peut reprocher à cet homme? Merci Abraham. Permettez-moi une digression, une fausse digression en réalité. On est tous ici dans une église protestante. Et la liberté de culte nous semble être un acquis en France.
on ne s'interroge pas forcément sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. J'attire votre attention là-dessus, parce que ces derniers mois, il y a une accélération de la répression visant justement les protestants en Algérie. À tel point que les églises protestantes, puisqu'elles sont évangéliques pour la plupart, 47 si je ne me trompe pas, ont été fermées, mises sous scellé, et que le vice-président, un pasteur, vice-président de l'église protestante d'Algérie, a été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir simplement célébré un culte. Voilà où on en est. Pourquoi je vous dis cela? C'est pas qu'accessoire dans notre débat et dans notre réunion aujourd'hui, au contraire. C'est pour vous montrer à quel point, ce qui a été dit notamment par Jean-Michel Blanquer, on est là face à un enjeu qui n'est pas un enjeu, avec l'affaire Boualem Sansal, franco-algérien, c'est un enjeu c'est une question de valeur en réalité. Une question de valeur et de ce que l'on va mettre justement dedans. Et ça dépasse les frontières même de notre pays, ça dépasse cette crise franco-algérienne. Et c'est en ça aussi, comme le soulignait la députée Fabienne Keller, le poids de la résolution adoptée par le Parlement européen est extrêmement importante. Et c'est ça qu'il faut saisir. C'est encore une fois une question internationale et de valeurs que l'on souhaite transmettre. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on lui reproche. Officiellement, c'est difficile à dire parce que son avocat, maître François Imré, n'a jamais eu accès au dossier d'accusation. Mais il y a bien sûr des choses qui filtrent, puisque la presse algérienne, pour la plupart, n'est pas libre en réalité, et donc se fait le relais du régime. Donc il y a des éléments qui nous parviennent. C'est l'article 87 bis, grosso modo, c'est terrorisme ou atteinte à la sûreté de l'État, etc. C'est un article en fait fourre-tout ajouté en 2012 au code pénal qui permet de bâillonner les opposants. Quand on dit que ce n'est pas une question seulement algérienne ou française, aujourd'hui ça vient bouleverser quelque chose dans notre propre société. Et on l'a vu lors de la table ronde politique. On l'a vu, ça s'est manifesté. On entend, et c'est plutôt courageux de venir le dire à la table, c'est pas un portrait qui va changer les choses. Là, ce compte-là, pourquoi vous raccrochez le drapeau ukrainien? C'est pas un drapeau ukrainien qui a arrêté la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La politique, c'est aussi des symboles. Et quand on est politique, eh bien, ça nous engage, ça nous oblige. Ça peut être désagréable parfois, c'est pas toujours confortable, mais à un moment, il faut savoir sur quel appui on marche. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on veut justement, qu'est-ce qu'on veut transmettre quelque part. Je reviens sur ce qui a été dit parce que c'est très important. Encore une fois, ce qu'on appelle vulgairement la communauté algérienne, la diaspora, ou simplement les gens ayant un lien en fait qui serait, on va dire, au chiffre de 2,5 millions, 2,4, 2,6 selon les enquêtes, c'est pas un groupe homogène. Il y a les berbères, il y a les kabyles, il y a les chablis, il y a des opposants. Vous en avez dans la salle aujourd'hui. Il y a de tout. Ce n'est pas une espèce de communauté organisée qui tout d'un coup s'élèverait loin de là. Et c'est ça aussi qui doit à un moment nous alerter. Quelle image on a? Quelle image quand on pense quand même que on ne va pas accrocher un portrait parce que on va s'engager de manière trop ferme parce que quelle serait la réaction en face? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, les Algériens ont une réaction critique. Il y a des Algériens qui sont aujourd'hui opposés. S'ils sont en France, un certain nombre d'entre eux, c'est parce qu'ils ne voulaient pas vivre justement. Je comprends Madame Levoyer, mais c'est vraiment la liberté d'expression. Et on a la chance en France de pouvoir l'utiliser que je m'exprime. Ensuite, vous aurez tout le loisir de poser des questions. Vous aurez tout le loisir de poser des questions. Ma parole, elle est libre. Je peux comprendre qu'elle dérange, mais elle sera aussi tout aussi libre pour vous quand viendra le temps des questions. Qu'est-ce que ça vient heurter en France? Et je finirai là-dessus. Qu'est-ce que ça vient heurter? Un lien, en effet, qui n'est peut-être pas apaisé avec notre passé, avec notre héritage, avec nous-mêmes quelque part, avec ce qu'on est supposé être, entre les valeurs que les Français doivent porter. Et il s'est matérialisé à plusieurs reprises pour Boualem Sansal avant cette arrestation en France. Je vous donnerai un seul exemple pour ne pas faire trop long. Boualem Sansal devait recevoir un prix il y a quelques années. Un prix Libération Neuve. Il devait lui être remis à l'Institut du monde arabe présidé par Jack Lang. Mais ça a été annulé au motif qu'il s'était rendu en Israël. Qu'est-ce que ça dit de nous, Français, qui n'avons pas pu remettre, qui n'avons pas voulu remettre ce prix-là? Ça nous interroge, ça vient nous questionner.
en défendant, je finis sur cette phrase, en défendant la liberté et en défendant la libération de Boualem Sansal, c'est nos libertés à nous, en réalité, qu'on vient défendre. J'allais lui demander, parmi toutes les raisons que nous avons d'exiger la libération de Boualem Sansal, qui a été précise, son courage, sa lucidité sur les problèmes de la vie contemporaine, son âge, son état de santé, sa qualité bien français, il y en a une sur laquelle il faut encore et encore insister, c'est parce que c'est un grand écrivain qu'on a emprisonné pour ses écrits. Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire, vous qui êtes spécialiste de son œuvre, comment s'opère chez lui la jonction du littéraire et du politique? Et en quoi cette jonction fait précisément l'originalité de l'œuvre de Boualem Sansal? En fait, dès qu'il s'est mis à écrire à la fin des années 90, Boualem Sansal a immédiatement cherché à réfléchir à la question d'engagement, à recomposer un engagement qui soit capable en fait, de contourner tous les écueils qu'il avait constatés chez les grandes voies littéraires révolutionnaires de sa jeunesse à la fin des années 60, au début des années 70. Parce que ces voies-là, se sont avérées à ses yeux trop grandiloquentes, tout trop écrasantes, tout trop autoritaires, tout trop partisanes. Donc voilà, il a cherché à contourner ça. Et il s'est engagé immédiatement en littérature quand il s'est mis à écrire, et il s'est trouvé face à un certain nombre de contradictions, d'apories, qui sont celles en fait que l'on retrouve évoquées par d'autres auteurs démocrates laïcs algériens de sa génération. Donc, si on ne veut pas avoir ces voix autoritaires et grandiloquentes en particulier. Donc en fait, ces questions auxquelles il s'est trouvé confronté, c'est comment est-ce qu'on peut imposer un idéal démocratique, en fait, ce qui paraît une sorte de paradoxe, et puis comment est-ce qu'on peut élever la voix, comment est-ce qu'on peut durcir le ton quand on est un citoyen doux et pacifique. Et il y a une chose qui est très éclairante, c'est un livre de l'humoriste et écrivain Felag qui s'appelle La l'humeur de Rêve Weber, où Felag parle justement des démocrates laïcs algériens et des combats à des escargots, en disant, bon ben voilà, on est là, on est en train de raser les murs, on est tout le temps en train de s'excuser, on est paralysé par la politesse, les scrupules, et en face de nous, on a des adversaires impitoyables. Donc comment est-ce qu'on contre ça si on ne veut pas revenir pour autant à ces voix trop autoritaires? Je pense à des gens comme Déouda, par exemple, ces grandes voix révolutionnaires qui ont bercé la jeunesse de Sansal. Donc lui, en fait, il a essayé plusieurs combinaisons dans son œuvre pour essayer de répondre à cette question, et à chaque fois, il aboutit à la même réponse, quel que soit l'essai qu'il fait. En fait, tout le courage du monde ne suffit pas, et il n'y a qu'une seule solution, c'est d'impliquer le lecteur. Que le lecteur, en fait, qui reçoit la littérature engagée, soit actif. Il faut obtenir de lui qu'il refuse la passivité face au discours engagé, et il faut l'exhorter, on est toujours avec ce paradoxe, à être autonome. Ça fait penser bien sûr, pour ceux qui se souviennent de rappeler, parce que Sansal est un humaniste par cet héritage-là, au précepte de la Thélème, fais ce que tu voudras. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'on pourra mettre sur pied un humanisme militant auquel Thomas Mann dit aspirait quand Boualem Sansal le cite au début du Français parlons-en, son dernier essai. Alors, ce qui est original chez Boualem Sansal, c'est que cette réflexion a fini par sortir de ses livres, littéralement, de façon très intéressante. En fait, c'est dans sa deuxième lettre ouverte, donc lettre ouverte de mise en garde. Alors, je me rappelle, j'avais le titre. Lettre de mise en garde, de respect d'amitié, c'est peut-être pas dans le Nord. Voilà, au peuple et aux nations de la terre. Il a conçu en fait l'idée d'un site internet qu'il voudrait créer en fait pour écrire et puis pour répondre à ceux qui le lui demandent, pour mettre à disposition ses sources. Donc voilà, c'était un projet qui est arrivé dans cette lettre-là. Et pour moi, c'est la concrétisation du fameux livre qui reste à écrire, dont il rêve à travers l'une de ses narratrices dans le train d'Erlangen. Voilà, c'est un espace inédit, intermédiaire, une utopie littéraire et citoyenne, en fait, dont la forme est inventée à plusieurs. Donc
c'est vraiment l'aboutissement de la réflexion qui s'est construite tout au long de son œuvre. Et personnellement, c'est la première fois que je vois ça, cette espèce de sortie de jonction dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, et j'espère vraiment qu'on pourra aller jusqu'au bout et le faire ce site. Voilà. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser. J'aurais souhaité qu'elles soient posées par écrit, mais je ne vois aucun papier venir jusqu'à la tribune. Je voudrais donner une précision, parce que j'étais très intéressé, mais sur la question de l'antisémitisme qui est utilisé contre Boualem Sansal de manière régulière, puisqu'à chaque fois qu'il est en photo dans le Moudjahid, il est mis en photo avec quelqu'un qui porte une kippa. Voilà. Et c'est systématique. Voilà, c'est-à-dire, pour dire en réalité, c'est l'homme des Juifs. Et en réalité, ça vient de très loin, puisqu'il faut se souvenir, dans l'histoire de l'indépendance algérienne, en 1963, il y a le décret signé par Ahmed Ben Bella qui va définir ce qu'est la nationalité algérienne. On ne peut être algérien que si on a 2 ascendants musulmans. Ça a des effets très pratiques à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas simplement contre ce qu'on appelle les Européens qu'on fait ça. On fait ça par rapport à des gens qui sont là même avant l'islamisation, c'est-à-dire les Juifs. Et ça va être quelque chose qui va être extrêmement utilisé au fil du temps et qui va augmenter avec le temps. Alors, bien évidemment, il y a l'utilisation de l'existence d'Israël et de ce que ça implique comme le monde arabe, mais le fait de refuser Zimri, justement, qui est héritier de ça, c'est pas simplement l'avocat qu'on refuse. C'est bien évidemment, comme ils le disent, mais c'est l'avocat juif parce que ça renvoie à cette histoire-là, c'est-à-dire à la manière dont on a expulsé de la nationalité possible, en tout cas du rêve commun possible, ceux qui étaient là et qui ont, en plus pour beaucoup, participé du combat pour l'indépendance. C'est ce que raconte Benjamin Stora à propos de ses parents qui décident de partir alors qu'ils étaient pour l'indépendance algérienne. Mais toute une série de cas vont rester quelque temps et puis au fur et à mesure, on va les obliger à partir. Et quand ils disent Zidré, on ne veut pas, c'est justement ça qu'ils ne veulent pas parce que ça rappelle cela d'une certaine manière, c'est-à-dire cette expulsion de fait à partir du droit de ceux qui étaient nés là-bas et qui étaient là indépendamment de la colonisation. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, les Juifs d'Algérie n'étaient pas des gens qui ont été envoyés par le colonisateur pour coloniser l'Algérie, c'est autre chose. Si je peux juste me permettre, c'est que, juste sur la question de l'antisémitisme, si le régime algérien joue sur ça, si par exemple il interdit à l'avocat de Boualem Sansal, quasiment, parce qu'il savait que ça allait sortir, c'est qu'ils savent que ça va parler à une certaine partie de la population algérienne, au soutien du régime algérien, et c'est un petit peu à remettre ici, en France aussi, c'est que si certains adoptent, peut-être pas directement en France parce qu'il y a la loi derrière, mais s'ils adoptent un certain discours qui est un petit peu proche de l'antisémitisme en se cachant derrière l'antisionisme, c'est qu'ils savent aussi qu'en France, il y a une certaine catégorie, une certaine frange de la société qu'ils vont adouber à travers ces discours-là, et c'est vraiment électoraliste. Donc entre le régime algérien et entre les gens qui adoptent un discours similaire au régime algérien en France, ceux qui se sont aussi élevés contre, par exemple, la résolution demandant la libération de Boualem Sansal, ce qui n'est pas normal du tout. Donc entre ces gens-là, il y a vraiment un rapprochement, il y a les mêmes objectifs. Il y a la question de sa judicialité, parce qu'on a eu l'occasion de le révéler dans Marianne. Boualem Sansal a été confronté à une délégation qui est venue dans sa chambre d'hôpital, des émissaires qui lui ont demandé, qui lui ont vivement conseillé de changer d'avocat, parce que celui-ci, en parlant de François Zimri, n'obtiendrait pas son visa, et d'opter pour un avocat, je cite, c'est vraiment la citation est importante, non juif. Ils n'ont pas dit non sioniste, ils
voilà, il n'y a pas eu de vernis, ça a été extrêmement clair et direct. Un mot simplement parce que dans les tables rondes précédentes, on a parlé du Sahara occidental, à juste titre. Le Sahara occidental, en réalité, a été un accélérateur d'une relation en crise. En réalité, avant même la décision d'Emmanuel Macron, ça n'allait pas bien, les visites d'État étaient sans cesse repoussées, repoussées à chaque fois, annulées en réalité, officiellement reportées, mais en fait annulées cette visite. Et là, on est bien avant la décision sur le Sahara. Et si le point de crispation, ça c'est une hypothèse, est aujourd'hui Boualem, on peut légitimement se demander si, quelque part, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu, votre nom, on va citer un prix concours, qui doit faire la fierté de la France et aussi de l'Algérie, même si ça a du mal à passer la frontière, c'est Kamel Daoud. L'un des points de départ aussi, c'est Kamel Daoud. On a tendance à l'oublier, hein, mais cette espèce de crispation, ce resserrement soudain, c'est fait sur la figure d'écrivain, et en effet d'écrivain qui pense l'altérité, qui pense, qui réfléchissent à la différence, quelque chose que le régime, pas les Algériens, le régime a du mal à entendre, et donc ils n'ont pas pu avoir, on peut se demander, voilà, on n'a pas pu avoir Kamel Daoud, eh bien on a Boualem Sansal. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, alors nous allons dans un instant, dans un tout petit moment, je vais passer la parole à Fabien Angèle, président de la section marin de la LICRA, pour clore officiellement cette soirée. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions visionner et écouter un petit nombre de messages qui nous ont été adressés par des personnalités qui ne pouvaient pas être présentes. Alors nous avons dans cet ordre écouté Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, et Kamel Daoud, et puis nous lirons un texte de Daniel Montaigne, qui est également un premier étonnant, mais qui n'a pas pu se déplacer. Alors pour Aurélie Filippetti, excusez la piètre qualité de l'enregistrement, ça a été fait n'importe comment hier soir, très très tard, il y a peine le temps de la solliciter, de la recevoir, et tenez quand même à vous assurer de sa solidarité. Je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui à Strasbourg, mais je tenais par cette petite vidéo à manifester mon soutien total, absolu à Boualem Sansal. Merci à tous ceux qui, à Strasbourg et partout en France, se battent pour sa libération. Nous devons obtenir de l'Algérie qu'elle libère Boualem Sansal. C'est un écrivain libre, un homme qui doit rester libre comme sa plume. Bon courage à lui, des pensées à ses proches, et encore merci à vous tous. Et voici maintenant la vidéo que nous a adressée Kamel Daoud. Boualem Sansal n'est pas exclusivement une affaire franco-algérienne de crise politique. Boualem Sansal, c'est une affaire franco-française, parce que c'est un écrivain de langue française, et que la France a intérêt à défendre la décision, défendre ce qu'il incarne, et à perpétuer les valeurs qui ont fait la tête, et l'histoire belle, et les faveurs aussi. Boualem Sansal est une affaire franco-algérienne, parce que de part et d'autre, on veut lui faire incarner quelque chose qui le dépasse. C'est une tension politique, c'est le corps de l'équilibre, le corps de la tension politique entre eux. Ça, c'est une affaire aussi algérienne. Qu'est-ce qu'être un écrivain algérien? Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que c'est plus criminel d'écrire des livres que d'écouter des personnes en disant? Est-ce que l'Algérie, c'est l'Algérie plurielle, vivante, multilingue, ou est-ce que c'est l'Algérie de l'exclusivité anti-reste du monde, anti-Occident, anti-modernité, anti-liberté, anti-individu? Donc c'est aussi une question qui se pose aux jeunes. Qu'est-ce qu'elle veut faire d'elle-même? Est-ce qu'elle veut faire des livres pour le pays martial? Et Boualem Sansal aussi, c'est une affaire universelle. C'est un écrivain qui est en prison, qui ne le mérite pas, qui est innocent, et qui est pour des raisons qui sont toujours obscures, qui sont toujours en relation. Donc c'est un écrivain qui incarne une universalité.
ont. Donc en fait, voilà, c'est ça, je me rappelle tous, comment c'est en France, algérien, franco-algérien, citoyen du monde. Si nous acceptons son asservissement, sa mise au géant, nous acceptons de mettre fin à nos libertés, nos droits d'écrire, le droit de lire, de défendre les gens libres. Ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire humaine, c'est celle de tout le monde. Et enfin, j'appelle à nouveau à la tribune Maxime Papot qui va nous lire un très court texte de Daniel Montaigne, qui encore une fois ne pouvait pas être présent, notre grand ami Daniel Montaigne, qui souhaitait tout de même nous dire un mot sur ce scandale de l'arrestation et de la détention arbitraire de Boilem. Ce qui est et ce qui devrait être, par Daniel Montaigne. L'écrivaine Toni Morrison a écrit « Ne laissez personne vous persuader que le moment est ainsi fait et que par conséquent c'est ainsi qu'il doit être. » Voilà ce qui résume le mieux Boilem Sansal. Même en prison depuis des mois, même en grève de la faim depuis des semaines, il continue à penser que ce qui est ne devrait pas être. On a arrêté Boilem Sansal. On veut le juger. On veut le condamner, on le dit espion. On parle d'atteinte à l'intégrité nationale, de franchissement d'une ligne rouge. Toujours ce on tyrannique, dictatorial qui dit sans dire, qui fait en voulant donner l'impression de ne pas faire. On aime l'ordre. On aime que chacun soit à sa place, l'écrivain en prison, la vérité sous clé. On voudrait que Boilem Sansal se taise, et c'est précisément là que le bas blesse. Car vouloir réduire un écrivain au silence, c'est un peu comme vouloir empêcher la pluie d'être de l'eau. Un écrivain, c'est phréatique, rhizomique, ça mue, ça a tous les sexes, tous les visages, toutes les voix, tous les corps, tous les âges, tous les itinéraires, ça appartient à toutes les espèces. C'est une personne à histoire, l'écrivain. Il aime en raconter, en exhumer. Il cherche une vérité dans chaque silence. Il raccommode de mots les trous de l'histoire. On peut toujours essayer de le mettre au pas, s'y envoyer de toutes ses forces gouvernementales. On peut mettre tous les gendarmes de la caserne sur le coup, tous les militaires de tous les régiments sur le sujet, toute la propagande de tous les ministères sur le dossier, mais un écrivain, c'est comme l'air. Même les plus hauts murs n'arrêtent pas sa pensée. Ça traverse la matière. On voudrait le contenir, mais la littérature prendra toujours la tangente, elle se faufile, s'échappe, et les lectrices et lecteurs ici et ailleurs s'en saisissent. Un écrivain, ça se marronne. D'ailleurs, les chemins de marronnage sont précisément sa seule et unique maison. L'échappée, son seul et unique sujet. Un écrivain, c'est comme du feu, ça crée des lueurs, des étincelles, des phrases qui tiennent chaud, qui crépitent, qui embrasent. Un écrivain, ça enflamme, même embastillé, même interdit, emprisonné, interné. Alors ne laissons personne, nous persuader que le moment est ainsi fait, et que, par conséquent, c'est ainsi qu'il doit être. Présidente de la section Paris de la Ligue. Tout d'abord, donc, la Ticrapara, je voudrais remercier Abraham Benjo, qui est président de la commission culture de la LICRA et qui nous a fait l'honneur d'organiser cette soirée à Strasbourg. Je voudrais aussi remercier les partenaires, bien sûr, le journal Marianne, Ève, Rachel, tous les intervenants, je ne vais pas tous les citer, vous les avez entendus. Les débats étaient passionnants, intéressants. Et aussi tous les élus qui ce soir nous ont fait l'honneur d'être présents. Donc Catherine Trottmann, Fabienne Keller, Linda Hegel, Pierre Jakubowicz, Gabriel, Noël, et je ne sais
sais pas si j'en oublie. Enfin, voilà. Ah oui, et puis Alice, pardon. Cette soirée, au-delà du soutien à Boualem Sansal, nous souhaitons évidemment sa libération plus vite. Mais sinon, cette soirée est peut-être aussi une des soirées, peut-être qu'il y en aura d'autres, qui pousseront effectivement le gouvernement algérien à libérer Boualem Sansal. Mais ça nous a permis aussi d'affirmer l'importance de la liberté d'expression qui, aux yeux de la LICRA, est une des valeurs que nous défendrons toujours inlassablement. C'est très très important. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous